Ils l'ont appelée folle à 75 ans. Puis elle a sauvé une vie dans l'inondation. Bon retour et profitez de l'histoire. Un fracas assourdissant de tonnerre tire Françoise Jablonski de sa sieste de l'après-midi. Par sa fenêtre, elle observe les nuages sombres, s'amonceler au-dessus de marécages, la paisible ville côtière qu'elle appelle son foyer depuis 5 décennies. Le météorologue avait prédit une légère pluie, mais les genoux arthritiques de Françoise la font souffrir depuis des jours. Un signe avant-coureur auquel elle a appris à faire plus confiance qu'à n'importe quelle prévision. Elle décroche le téléphone pour avertir ses voisins d'une potentielle inondation, comme elle l'a fait chaque printemps ces 15 dernières années. Mais cette fois, contrairement aux précédentes fausses alertes, personne ne répond à ses appels. Françoise est devenue une sorte de plaisanterie locale parmi les jeunes résidents de marécage. La sorcière des inondations, l'appelle-t-il dans son dos, parfois même en face. Ces avertissements persistants concernant la détérioration des barrières anti-inondation de la ville lui ont valu des regards exaspérés des fonctionnaires locaux et des tapotements dédaigneux sur l'épaule de ses propres enfants adultes. Maman devient paranoïaque avec l'âge, chuchote-t-il entre eux lors des réunions familiales, pensant qu'elle ne peut pas les entendre. Ce qu'ils ignorent, c'est que Françoise était autrefois la météorologue la plus respectée de la ville avant de prendre sa retraite. Sa compréhension des vulnérabilités géographiques uniques de marécage découle de décennies d'observation professionnelle, pas de sénilité. Après le départ de son mari il y a 15 ans, Françoise a canalisé sa solitude dans l'étude du système de défense contre les inondations obsolètes de la ville, créant des cartes détaillées et des modèles de prédiction qui remplissent maintenant sa modeste maison. La pluie commence comme un léger crépitement, mais s'intensifie rapidement. Françoise sort son plan d'évacuation manuscrit et commence à emballer l'essentiel. Elle essaie d'appeler le bureau du maire une dernière fois, mais est redirigée vers la messagerie vocale. Avec un soupir de résignation, elle charge son vieux chat et des fournitures d'urgence dans sa break vieille de 20 ans et se dirige vers le centre communautaire situé sur un terrain plus élevé. En chemin, Françoise remarque une jeune femme qui tente de pousser sa voiture en panne à travers l'eau qui monte rapidement. La femme est visiblement enceinte et en détresse. Bien que consciente du danger de s'arrêter, Françoise se gare. La femme enceinte se présente comme Agathe, une nouvelle résidente qui s'est installée en ville il y a seulement 3 mois. Françoise insiste pour qu'Agathe abandonne sa voiture et l'accompagne en lieu sûr. Au centre communautaire, elle trouve les portes verrouillées. Aucun ordre d'évacuation n'a été émis. Françoise utilise son ancienne clé d'employé, datant de l'époque où elle était bénévole il y a des années, une clé qu'elle n'était jamais censée garder. À l'intérieur, elle découvre que le bâtiment a été partiellement transformé en galerie d'art, avec de précieux tableaux ornant les murs. Les fournitures d'urgence que Françoise s'attendait à trouver ont été retirées pour faire place à l'exposition. À la tombée de la nuit, une panne d'électricité touche tout marécage. Le service de téléphonie mobile devient irrégulier puis inexistant. La radio à pile de Françoise révèle que la route principale menant à la ville a été emportée. Les secours n'arriveront pas avant le matin au plus tôt. Depuis les fenêtres du centre communautaire, elles observent l'eau qui monte progressivement dans les rues en contrebas. Agathe commence à ressentir des contractions. Ce qui semblait être un inconfort dû au stress se révèle être un début de travail, 2 semaines avant la date prévue. Françoise doit maintenant puiser dans les connaissances de sa brève carrière d'infirmière dans la vingtaine, un chapitre de sa vie dont elle parle rarement. Le bébé arrive et elles sont complètement seules. En utilisant des fournitures de la petite cuisine du centre communautaire et de la trousse de premiers soins, Françoise crée un espace d'accouchement improvisé. Alors qu'elle aide Agathe à travers des contractions de plus en plus douloureuses, elle partage des histoires de sa propre vie, y compris la perte dévastatrice de sa licence médicale après une décision controversée d'évacuer un hôpital lors d'une fausse alerte de tempête 40 ans auparavant.
Cet incident a provoqué son changement de carrière vers la météorologie et a hanté sa confiance en elle depuis. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le vent hurle contre les fenêtres du centre communautaire, créant une mélodie sinistre qui accompagne les gémissements d'Agathe. Françoise essaie de maintenir un visage calme, mais intérieurement, elle est terrifiée. Cela fait près de 50 ans qu'elle n'a pas aidé à un accouchement, et à l'époque, elle était entourée d'équipements médicaux et de collègues expérimentés. Ici, elle n'a qu'une trousse de premiers soins de base, et son instinct. « Je ne peux pas me faire ça », allait Agathe, entre deux contractions. La peur dans ses yeux reflète celle que Françoise tente désespérément de cacher. « Je devais accoucher à l'hôpital de Villeneuve, avec mon mari à mes côtés. Pas comme ça. »« Ton mari, où est-il maintenant ?» demande Françoise, essayant de distraire la jeune femme tout en évaluant la situation. « Pierre est pilote. Il est coincé à Lyon à cause des intempéries. » Les yeux d'Agathe se remplissent de larmes. « C'est notre premier enfant. Il devait rentrer demain. » Françoise prend les mains d'Agathe dans les siennes. Ses doigts noueux, déformés par l'arthrite, enveloppent ceux plus jeunes, plus lisses, dans un geste de solidarité intergénérationnelle. « Écoute-moi, Agathe, tu n'es pas seule. Nous allons traverser cela ensemble. J'ai peut-être 75 ans, mais crois-moi, certaines choses, on ne les oublie jamais. » Un sourire fragile apparaît sur le visage d'Agathe avant qu'une autre contraction ne la submerge. Françoise regarde par la fenêtre, vers la ville noyée sous les eaux de crue. Les lumières ont disparu, laissant Marécage dans une obscurité presque complète, à l'exception des éclairs occasionnels qui illuminent les silhouettes des maisons et des arbres. L'eau continue de monter inexorablement. Dans un coin du centre communautaire, le chat de Françoise, Moustache, observe la scène avec une curiosité féline, confortablement installé sur un coussin improvisé. Sa présence étrangement sereine apporte un semblant de normalité à cette situation extraordinaire. Pendant ce temps, à la mairie de Marécage, le maire Bernard Dupont se tient devant une fenêtre, observant avec horreur l'ampleur de l'inondation. Autour de lui, une équipe de gestion de crise improvise des solutions d'urgence. Un jeune assistant se tourne vers lui, tenant un classeur usé. « Monsieur le maire, nous avons trouvé ceci dans les archives. Ce sont des rapports soumis par Françoise Jablonski au cours des 15 dernières années. Elle prédisait exactement ce type d'inondation, avec des calculs précis sur les points faibles des digues. » Le visage du maire pâlit. Il se souvient des nombreuses fois où il a ignoré les avertissements de cette vieille folle. Maintenant, la moitié de sa ville est sous l'eau, et il n'a aucune idée du nombre de personnes potentiellement piégées ou en danger. Essayez de la contacter immédiatement, ordonne-t-il trop tard. Au centre communautaire, Françoise a transformé une grande table d'exposition en table d'accouchement. Elle a fait bouillir de l'eau sur un réchaud de camping qu'elle a trouvé dans un placard de rangement et a déchiré des nappes propres en bande pour servir de lange. Son esprit méthodique, habitué à préparer des scénarios de catastrophe, fonctionne maintenant à plein régime. « Les contractions sont plus rapprochées maintenant, » dit-elle calmement à Agathe. « Bientôt, tu devras pousser. Je veux que tu te concentres sur ta respiration, exactement comme je te l'ai montré. » Agathe hoche la tête, épuisée mais déterminée. Ses cheveux bruns sont collés à son front par la sueur, et ses joues sont rougies par l'effort. Malgré la douleur, elle trouve un nouveau respect pour cette femme âgée qui, il y a quelques heures encore, était une parfaite inconnue. « Comment savez-vous tout ça ?» demande Agathe, entre deux contractions. « Vous avez des enfants ?» Le visage de Françoise s'assombrit momentanément. « J'ai été infirmière, il y a très longtemps, avant de devenir météorologue. J'ai 2 fils, mais... » Elle s'interrompt, choisissant soigneusement ses mots. « Disons que nous ne sommes pas aussi proches que je le souhaiterais. Ils pensent que leur mère est devenue folle avec l'âge. Je ne pense pas que vous soyez folle,
murmure Agathe, juste avant qu'une contraction particulièrement forte ne la fasse crier de douleur. À l'extérieur, l'eau a atteint les marches du centre communautaire. Des objets flottent dans les rues transformées en canaux. Une chaise de jardin, une boîte aux lettres arrachées, un panneau de signalisation. La pluie continue de tomber implacablement, comme si le ciel lui-même avait décidé de punir Marécage. Pour son ignorance, l'aube approche, et avec elle l'heure de vérité pour Agathe et son bébé à naître. Françoise, malgré la fatigue qui alourdit ses membres et la douleur lancinante dans ses articulations, reste concentrée. Elle a passé sa vie à prédire des catastrophes et à essayer de les prévenir. Maintenant, elle fait face à un type de tempête différent, un miracle de la vie au milieu du chaos. Alors qu'elle prépare les derniers préparatifs pour l'arrivée imminente du bébé, Françoise ne peut s'empêcher de penser aux ironies de la vie. Pendant des années, personne n'a voulu l'écouter au sujet des inondations. Maintenant, dans cette nuit de catastrophe, quelqu'un dépend entièrement de sa sagesse et de son expérience. « Je vois la tête !» s'exclame Françoise, sentant une montée d'adrénaline malgré son épuisement. « Maintenant, Agathe, quand je te le dirai, tu vas pousser de toutes tes forces. Ton bébé est presque là. » Les cris d'Agathe résonnent, dans le bâtiment vide, se mêlant au bruit de la pluie battante et du vent qui s'intensifie. C'est comme si toute la nature retenait son souffle, attendant l'arrivée de cette nouvelle vie dans un monde temporairement submergé. Peu après que les premiers rayons de soleil aient commencé à percer à travers les nuages orageux, un nouveau son se joint à la symphonie de la tempête, les pleurs puissants et sains d'un nouveau-né qui découvre pour la première fois le monde qui l'attend. Un puissant coup de tonnerre secoue le bâtiment, comme pour accueillir cette nouvelle vie, tandis que l'eau commence à lécher le seuil du centre communautaire. Françoise sait qu'elles ne sont pas encore tirées d'affaire. Dehors, l'inondation a transformé Marécage en une ville fantôme aquatique. Les rues sont devenues des rivières, les carrefours des lacs. Des toits de voitures émergent de l'eau comme des îles métalliques dans un océan improvisé. Le monde que ces deux femmes et ce nouveau-né vont devoir affronter est méconnaissable, transformé en quelques heures par la force implacable de la nature, exactement comme Françoise l'avait prédit. Au lever du jour, Agathe tient dans ses bras sa fille nouveau-née. Françoise a nettoyé et enveloppé le bébé dans son propre cardigan. Alors qu'elles savourent ce moment de paix au milieu du chaos, elles entendent le battement des hélicoptères au-dessus de leur tête. L'inondation a touché 3 comtés, mais Marécage a subi les pires dégâts en raison de ses barrières inadéquates, exactement comme Françoise l'avait prédit. La radio grésille soudain, captant enfin un signal. État d'urgence déclaré, équipe de secours déployée, restez où vous êtes, signalez votre présence. La voix entrecoupée de statique apporte un message d'espoir. Elles ne sont plus seules. Françoise trouve une lampe torche dans le kit d'urgence et se précipite vers la terrasse du toit, ignorant la douleur lancinante dans ses genoux. Là-haut, elle agite la lumière en grands mouvements circulaires, créant un phare pour les secouristes. L'air frais du matin emplit ses poumons, et pour la première fois depuis des années, elle se sent pleinement vivante, pleinement utile. En bas, Agathe chante doucement à son bébé, une berceuse improvisée qui parle de courage et de survie. Le petit visage rosé du nourrisson est paisible, ignorant le drame qui a entouré sa naissance. Ses minuscules doigts s'enroulent autour de l'index d'Agathe avec une force surprenante comme pour dire « Je suis là, je suis forte ». « Comment vas-tu l'appeler » demande Françoise en redescendant, ses cheveux gris ébouriffés par le vent. Agathe lève les yeux, un sourire illuminant son visage fatigué. « Françoise, je vais l'appeler Françoise. » Les yeux de la vieille dame s'emplissent de larmes qu'elle essuie rapidement. Tant d'années passées à se sentir inutile, ignorée, moquée, et maintenant ce simple geste de reconnaissance la touche plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le bruit des hélicoptères se rapproche. À travers les fenêtres supérieures, elles peuvent voir les équipes de secours qui se déploient dans des canaux pneumatiques, naviguant prudemment entre les obstacles submergés. Françoise agite à nouveau sa lampe torche,
cette fois par la fenêtre. Un des canaux change de direction se dirigeant vers le centre communautaire. « Ils arrivent, dit-elle à Agathe. Ton mari pourra probablement te rejoindre à l'hôpital. Ils vont vous évacuer en priorité, toi et le bébé. » Agathe saisit la main ridée de Françoise. « Pas sans vous. Je ne pars pas sans vous. » Lorsque les équipes de sauvetage atteignent enfin le centre communautaire, elles sont stupéfaites de trouver Françoise, Agathe et le nouveau-né en bonne santé. Les médias se précipitent sur l'histoire de la vieille folle qui non seulement a prédit la catastrophe, mais a également accouché un bébé pendant la pire inondation de l'histoire régionale. Françoise devient une sensation du jour au lendemain, mais l'attention la met profondément mal à l'aise. Un jeune journaliste, micro à la main, se tient à côté du brancard, où Agathe et son bébé sont installés, prêtes à être élitreillées. « Oh, Madame Dufour, comment vous sentez-vous après avoir donné naissance dans des conditions aussi extrêmes ?» Agathe, épuisée mais radieuse, regarde vers Françoise, qui se tient en retrait. « Sans Madame Jablonski, ni moi, ni ma fille, ne serions en vie aujourd'hui. Elle a été traitée de folle pendant des années pour avoir averti cette ville d'une catastrophe que personne ne voulait voir venir. Il est temps que quelqu'un l'écoute enfin. » Les caméras se tournent vers Françoise, qui tente de se faire aussi petite que possible. Les projecteurs l'ont toujours rendue nerveuse, même dans sa jeunesse. Maintenant, à 75 ans, cette attention soudaine lui semble surréaliste, presque comique. « Madame Jablonski !» crie un autre journaliste. « Est-il vrai que vous avertissez la ville depuis 15 ans sur ce risque d'inondation ?» Françoise hésite, puis redresse ses épaules. Si l'attention des médias peut enfin faire changer les choses, peut-être doit-elle saisir cette opportunité. Oui, c'est vrai. J'ai soumis des rapports détaillés chaque année, basés sur mes observations météorologiques et ma connaissance de la géographie locale. J'ai également créé des modèles prédictifs qui auraient pu aider à renforcer nos défenses. Mais personne n'a voulu écouter une vieille dame. Un murmure parcourt la foule des journalistes. Derrière eux, le maire Bernard Dupont se fraye un chemin, son costume habituellement impeccable trempé et souillé de boue. Son visage porte les marques d'une nuit sans sommeil et d'un poids immense sur la conscience. « Madame Jablonski, commence-t-il, la voix enrouée, au nom de toute la municipalité, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses. Nous aurions dû vous écouter. » Françoise observe cet homme qui, pendant des années, a rejeté ses avertissements avec condescendance. Elle pourrait savourer ce moment de revanche, mais à quoi bon? Les dégâts sont faits, des vies ont été bouleversées, des maisons détruites. Sa propre maison est probablement sous l'eau à l'heure qu'il est. Les excuses ne reconstruiront pas notre ville, monsieur le maire, répond-elle simplement. Mais peut-être que maintenant, vous prendrez le temps de consulter mes plans pour améliorer nos défenses contre les inondations. Si nous commençons immédiatement, nous pourrions être prêts avant la prochaine saison des pluies. Le élitreillage d'Agathe et de son bébé crée une diversion bienvenue. Françoise fait un dernier signe à la jeune mère. Un lien, invisible mais puissant, s'étant formé entre elles durant cette nuit extraordinaire. Puis elle se tourne vers les secouristes, prête à être évacuée à son tour. Sa maison, ses cartes, ses modèles, tout est probablement perdu. Mais pour la première fois depuis des années, elle sent que sa voix pourrait enfin être entendue. L'hélicoptère s'élève dans le ciel, offrant à Françoise une vue aérienne de marécage. De cette hauteur, l'ampleur de la catastrophe est saisissante. L'eau a englouti des quartiers entiers, ne laissant apparaître que les toits et les étages supérieurs. Des arbres centenaires ont été déracinés, des routes emportées. C'est précisément le scénario qu'elle avait prédit dans son dernier rapport, celui que le conseil municipal avait qualifié d'alarmiste et d'exagéré. Lorsque vous pensez à un plan d'évacuation, avez-vous déjà été confronté à une situation où personne ne vous croyait malgré les preuves? Partagez votre expérience dans les commentaires.
Dans les semaines qui suivent, alors que la ville se reconstruit, Françoise se retire dans sa maison partiellement endommagée, évitant les projecteurs. Agathe, cependant, refuse de la laisser retomber dans l'obscurité. Ayant nommé sa fille Françoise en l'honneur de sa sauveuse, elle convainc les journalistes locaux d'enquêter sur les raisons pour lesquelles la ville a ignoré les avertissements de Françoise pendant si longtemps. La sonnette de Françoise retentit un matin pluvieux, 3 semaines après l'inondation. Sur son porche se tient Agathe, le bébé Françoise, emmitouflé contre sa poitrine, et un homme grand et mince qui doit être Pierre, son mari. Derrière eux, une jeune femme avec un bloc-notes et un badge de presse attend patiemment. « Bonjour, Madame Jablonski, » dit Agathe avec un sourire radieux. « Je vous présente mon mari, Pierre, et Madame Lecomte du journal de Marécage. Elle aimerait vous parler de vos avertissements concernant l'inondation. » Françoise hésite, mais le regard déterminé d'Agathe et les gazouillis du bébé qui porte son nom la convainquent d'ouvrir sa porte plus largement. « Entrez, mais faites attention où vous marchez. Il y a encore des seaux pour recueillir les fuites du toit. » Sa petite maison porte les cicatrices de l'inondation. Des lignes de boue séchées marquent les murs jusqu'à mi-hauteur. Des meubles sont empilés dans des coins et l'odeur d'humidité persiste malgré ses efforts pour aérer. Mais ce qui attire immédiatement l'attention des visiteurs, ce sont les cartes, graphiques et modèles qui recouvrent presque chaque surface disponible. « C'est impressionnant », murmure la journaliste, sortant son appareil photo. « Vous avez créé tout cela vous-même » Françoise hoche la tête, soudain gênée par le désordre organisé de sa maison. « Ce sont mes recherches des 15 dernières années. J'ai cartographié chaque point faible de nos digues, calculé les débits d'eau en cas de forte pluie et créé des modèles prévisionnels basés sur la topographie locale. » La journaliste prend des notes frénétiquement. « Et vous avez soumis tout cela aux autorités ? Chaque année, j'ai des copies de tous mes rapports et des accusés de réception. » Françoise se dirige vers une étagère miraculeusement, épargnée par l'eau, et en sort un épais classeur. Tout est là, daté et signé. Pendant qu'Agathe fait visiter le bébé, la journaliste examine les documents avec une attention croissante. Son expression devient de plus en plus grave à mesure qu'elle tourne les pages. « Madame Jablonski, selon ces documents, vous avez non seulement prédit l'inondation, mais vous avez également proposé des solutions concrètes qui auraient pu l'éviter. Et tous ces rapports ont été ignorés ?» Françoise hausse les épaules avec résignation. « Quand on devient vieux, les gens cessent de vous écouter. Ils pensent que votre cerveau se détériore en même temps que votre corps. » Pierre, qui est resté silencieux jusqu'à présent, s'approche d'une des cartes. En tant que pilote, il a l'œil pour ce genre de détails. Ses calculs sont remarquablement précis. Vous avez une formation en ingénierie hydraulique ? Non, juste 40 ans d'expérience en météorologie et une passion pour la protection de ma ville, répond Françoise avec un petit sourire. La journaliste ferme son carnet de notes, une lueur déterminée dans les yeux. Madame Jablonski, avec votre permission, j'aimerais faire une série d'articles sur cette affaire. Je pense que les habitants de Marécage méritent de savoir pourquoi leurs avertissements ont été ignorés et leurs impôts mal utilisés. Françoise hésite. Elle n'a jamais cherché la controverse ou la vengeance. Elle voulait simplement protéger sa communauté. Mais le poids du bébé Françoise dans ses bras, Agathe lui ayant confié sa fille pour un moment, lui rappelle ce qui est vraiment en jeu. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais je veux que ce soit constructif, pas accusatoire. L'important n'est pas de blâmer, mais d'apprendre et de reconstruire mieux. » L'enquête révèle que le maire avait détourné des fonds destinés à l'entretien des barrières anti-inondation vers le projet de galerie d'art au centre communautaire, un projet chéri de sa femme. Son administration avait activement travaillé à discréditer les avertissements de Françoise pour dissimuler leur détournement de fonds. Le scandale éclate un matin pluvieux de mai, exactement 1 mois après l'inondation. La une du journal de Marécage est sans appel. Révélation. Comment la mairie a ignoré les avertissements
qui aurait pu sauver notre ville. L'article détaille méticuleusement les années d'avertissement de Françoise, les réponses condescendantes qu'elle a reçues et le détournement de fonds qui a laissé la ville vulnérable. Le téléphone de Françoise ne cesse de sonner. Journalistes, habitants en colère, anciens collègues, tous veulent parler à la prophète que personne n'a voulu écouter. Elle débranche finalement l'appareil, préférant le calme de son jardin où elle transplante des semis de légumes pour remplacer ceux détruits par l'inondation. C'est là que la trouve Agathe, portant petit Françoise dans un porte-bébé et tenant à la main un journal froissé. « Vous avez vu les nouvelles ?» demande-t-elle, s'asseyant sur un banc de jardin encore boueux. Françoise hoche la tête tout en continuant son jardinage. La terre sous ses doigts a toujours eu un effet apaisant sur elle. « Oui, mais je préfère rester à l'écart de tout ce cirque. Le maire a démissionné ce matin, annonce Agathe, et ce n'est pas tout. J'ai reçu un appel de l'agence de gestion des urgences de l'État. Ils veulent vous rencontrer. Ils ont examiné vos modèles de prédiction d'inondation et vos cartes, et ils sont impressionnés. Ils veulent te mettre en œuvre votre système dans toute la région. » Françoise s'immobilise, une pousse de tomate à moitié plantée entre ses doigts. Après des décennies d'être ignorée, son expertise est enfin reconnue. Une vague d'émotion la submerge soudainement, fierté, soulagement et une pointe d'appréhension. Je ne sais pas, Agathe, je suis une vieille femme maintenant. Qui voudrait d'une consultante de 75 ans ?» Agathe se lève et s'approche de Françoise, plaçant doucement le bébé dans les bras de la vieille dame. « L'âge n'a fait qu'ajouter à votre sagesse, Françoise. Et puis, ajoute-t-elle en désignant le nourrisson, la petite Françoise mérite de grandir dans une communauté plus sûre, non ?» Regardant dans les yeux du bébé qui porte son nom, Françoise sent une détermination nouvelle s'installer en elle. Peut-être n'est-il pas trop tard pour faire une différence, pour laisser un héritage qui dépasse les moqueries et le scepticisme qu'elle a enduré. « 3 jours par semaine, dit-elle finalement. Je peux consulter pour l'agence 3 jours par semaine. Le reste du temps, je veux le passer dans mon jardin et peut-être en donnant un coup de main à une jeune maman. » Agathe sourit, des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. « Je ne pourrais pas imaginer une meilleure marraine pour ma fille. » L'agence de gestion des urgences de l'État ne perd pas de temps. Dès la semaine suivante, une équipe d'ingénieurs et de météorologues se présente à la porte de Françoise, armés d'ordinateurs portables et d'équipements sophistiqués. Ils sont venus pour numériser et implémenter ces modèles manuscrits dans leur système. Parmi eux se trouve une jeune femme aux cheveux courts et au regard vif, le docteur Mélanie Laurent, directrice du département de modélisation hydrologique. Madame Jablonski, c'est un honneur de vous rencontrer. Vos calculs sont remarquables, surtout considérant que vous les avez faits sans logiciel spécialisé. Françoise observe avec une curiosité mêlée d'appréhension ces jeunes professionnels qui photographient ces cartes, scannent ces graphiques et saisissent ces équations dans leurs ordinateurs. Une partie d'elle craint qu'il ne simplifie ou ne dénature son travail, le fruit de décennies d'observations méticuleuses. « Vous savez, dit-elle à Mélanie pendant qu'ils travaillent, ces modèles ne sont pas seulement des chiffres. Ils intègrent des observations qualitatives sur la façon dont l'eau se comporte spécifiquement autour de marécages. Le ruissellement des collines du Nord, par exemple, suit un schéma particulier que les modèles standards ne capturent pas. » Mélanie acquiesce, prenant des notes. C'est exactement ce genre de connaissances locales qui manque à nos systèmes. Actuels, nous avons la technologie, mais vous avez l'expérience irremplaçable du terrain. Pendant ce temps, le conseil municipal, sous pression des résidents, présente formellement ses excuses à Françoise et établit un nouveau protocole d'intervention d'urgence basé sur ses recommandations. La maison de Françoise, endommagée, au-delà de toute réparation par l'inondation, est remplacée par un cottage moderne grâce à une collecte de fonds communautaires, menée par certains des mêmes personnes qui se moquaient autrefois d'elle. Un après-midi de juin, alors que Françoise supervise les travaux de sa nouvelle maison, une voiture familière s'arrête devant le chantier.
Son cœur se serre en reconnaissant le véhicule de son fils aîné, Thomas. Il en descend, visiblement mal à l'aise, suivi par son frère cadet, Louis. Les deux hommes, dans la cinquantaine, ressemblent étrangement à leur père, le même port de tête, la même façon de se tenir. « Maman, commence Thomas, hésitant. Nous avons vu les articles dans les journaux et le reportage à la télévision. » Françoise attend, son visage ne trahissant aucune émotion. Ces mêmes fils qui, pendant des années, ont rejeté ces avertissements comme des délires de vieilles femmes, se tiennent maintenant devant elle, embarrassés par leur propre arrogance. Louis s'avance, tendant un bouquet maladroitement emballé. « Nous sommes désolés, maman. Nous aurions dû t'écouter. »« Oui, vous auriez dû, » répond Françoise, simplement. Puis, après une pause qui semble durer une éternité, elle ajoute « Mais vous êtes là maintenant. C'est un début. » Cette réconciliation fragile est interrompue par l'arrivée d'Agathe et de Pierre, le bébé Françoise, babillant joyeusement dans sa poussette. Les présentations sont faites, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Françoise, un chapitre où sa famille s'agrandit de manière inattendue. 6 mois après l'inondation, Marécage accueille une cérémonie d'inauguration pour son nouveau système d'alerte précoce ultramoderne. Françoise, debout avec Agathe et bébé Françoise, coupe le ruban tandis que ses fils, autrefois dédaigneux, regardent avec un respect nouveau. Le système porte une simple plaque, Réseau d'alerte précoce Françoise Jablonski, parce que parfois, folle est juste un autre mot pour avoir raison. Le maire intérimaire, une femme énergique dans la quarantaine qui a remplacé Bernard Dupont après sa démission honteuse, s'approche de Françoise après la cérémonie. « Madame Jablonski, » dit-elle, en serrant chaleureusement la main de l'aîné. « La ville a une dette envers vous que nous ne pourrons jamais complètement rembourser, mais nous tenons à vous offrir ceci. » Elle lui tend une enveloppe. À l'intérieur, Françoise trouve une lettre officielle lui proposant le poste de conseillère honoraire permanente pour les questions de sécurité environnementale à Marécage, avec un petit stipend qui complétera confortablement sa modeste retraite. Alors que la foule se disperse, Françoise reste seule un moment devant le nouveau centre de contrôle, admirant les moniteurs sophistiqués qui affichent en temps réel les données qu'elle a passé une vie à collecter manuellement. C'est une vision presque surréaliste. Son travail, autrefois ridiculisé, maintenant intégré dans les infrastructures vitales de la ville. Agathe la rejoint, le bébé endormi contre sa poitrine. « À quoi pensez-vous » demande la jeune. « Femme, je pense à toutes ces années où j'ai crié dans le désert, » répond Françoise doucement. « Je me demande combien de catastrophes auraient pu être évitées si quelqu'un m'avait écouté plus tôt. » C'est la malédiction de ceux qui voient plus loin que les autres, observe Agathe. Mais vous avez finalement été entendu, et cela a tout changé. Dans un twist final du destin, Françoise reçoit une lettre d'une prestigieuse université lui demandant de donner des conférences sur son travail de toute une vie en météorologie et prévention des catastrophes. La lettre est signée par un professeur qui, en tant que jeune étudiant, avait été inspiré par l'évacuation controversée de l'hôpital orchestré par Françoise 40 ans auparavant. L'incident même qui avait coûté à Françoise sa carrière d'infirmière, mais qui avait ultimement sauvé des dizaines de vies d'un bâtiment instable qui s'était partiellement effondré le jour suivant. Professeur Henri Mercier, lit Françoise à haute voix, les mains tremblantes. Je me souviens de lui, un jeune interne terrifié qui m'a fait confiance quand j'ai ordonné l'évacuation contre l'avis de mes supérieurs. Elle lit la suite de la lettre en silence, les larmes aux yeux. Le professeur explique comment cet événement a façonné sa carrière, l'amenant à se spécialiser dans l'éthique des décisions médicales d'urgence. Il raconte comment, pendant des années, il a utilisé l'exemple de Françoise dans ses cours comme un cas d'étude de courage moral face à l'adversité bureaucratique. Après toutes ces années, murmure-t-elle, quelqu'un se souvient, quelqu'un a compris. Cette reconnaissance tardive est peut-être la plus douce de toutes.
Non seulement son expertise météorologique est enfin valorisée, mais la décision qui a brisé sa première carrière est maintenant reconnue comme juste et courageuse. La veille de son premier cours à l'université, Françoise se tient devant le miroir de sa nouvelle chambre. La femme qui lui renvoie son regard n'est plus l'ermite amère qu'elle était devenue. Ses yeux brillent d'une nouvelle détermination. Ses épaules sont redressées malgré l'arthrite qui les tiraille. À l'école de médecine, l'auditorium est plein à craquer pour sa conférence. Étudiants, professionnels et curieux attirés par l'histoire extraordinaire de cette femme, de 75 ans qui a défié toutes les attentes. Parmi eux, au premier rang, se trouvent Agathe, Pierre et le bébé Françoise, ainsi que Thomas et Louis, venus soutenir leur mère dans ce nouveau chapitre de sa vie. Le professeur Mercier l'introduit avec émotion, racontant comment elle a sauvé des vies il y a 4 décennies grâce à son instinct et son courage. « Mesdames et messieurs, conclut-il, j'ai l'honneur de vous présenter une femme qui nous prouve que la sagesse ne vieillit pas, et que parfois, il faut une catastrophe pour reconnaître un héros parmi nous, Madame Françoise Jablonski. » Va-t-il. Sous les applaudissements, Françoise s'avance vers le podium. Sa voix, d'abord hésitante, se renforce à mesure qu'elle partage son parcours extraordinaire, des salles d'hôpital aux stations météorologiques, des alertes ignorées à la reconnaissance tardive, et surtout, de l'isolement à une nouvelle forme de famille improvisée. La prévision des catastrophes n'est pas seulement une science, dit-elle à son auditoire captivé, c'est aussi un acte de foi. Foi en nos observations, foi en notre jugement, et foi que même si personne ne nous écoute aujourd'hui, nous devons continuer à sonner l'alarme pour ceux qui pourraient écouter demain. Que va-t-il arriver à Françoise après tout ça? La douleur qui la tenaillait depuis des années semble s'être atténuée, remplacée par un sentiment de but retrouvé et de connexion humaine. Alors que Françoise célèbre son 76e anniversaire, entourée de nouveaux amis et d'une famille réconciliée, elle réfléchit à la façon dont une catastrophe est devenue le catalyseur pour guérir d'anciennes blessures et créer de nouveaux commencements. Son parcours prouve que la sagesse n'expire pas avec l'âge et que parfois, la chose la plus importante n'est pas d'être crue, c'est de continuer à dire la vérité quand même. Agathe a organisé une petite fête dans le jardin de la nouvelle maison de Françoise. Sous une tonnelle fleurie, 3 générations se rassemblent autour d'un gâteau décoré de 76 bougies. La petite Françoise, maintenant âgée de 6 mois, gazouille dans les bras de son homonyme, attrapant avec fascination les cheveux argentés de la vieille dame. « Faites un vœu, maman », encourage Thomas, l'appareil photo prêt à capturer le moment. Françoise ferme les yeux un instant, réfléchissant. Que souhaiter quand la vie vous a déjà offert une seconde, puis une 3e chance? Quand, à 75 ans, vous découvrez soudain que votre histoire n'est pas terminée, mais qu'elle prend simplement un nouveau tournant. Elle ouvre les yeux et souffle les bougies d'un seul coup, sous les applaudissements de ses proches. Plus tard, dans la soirée, alors que les invités commencent à partir, Françoise et Agathe s'assoient sur le banc de jardin, regardant le soleil se coucher sur marécage. Au loin, les nouvelles barrières anti-inondation sont visibles, solides et rassurantes. « Tu sais, » dit Françoise, utilisant pour la première fois le tutoiement avec la jeune femme, « pendant des années, j'ai pensé que ma vie était essentiellement terminée. J'attendais juste que le temps passe en criant dans le vide. Et puis tu es arrivé avec ta voiture en panne et ton bébé impatient. » Agathe sourit, touchée par cette confession. « Et tu as changé nos vies. »« Nous avons changé les vies les unes des autres, » corrige doucement Françoise. « C'est peut-être ça, la vraie leçon dans tout cela. Les catastrophes peuvent nous isoler, mais elles peuvent aussi nous réunir d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. » Au-dessus d'elle, les premières étoiles apparaissent dans le ciel crépusculaire. La ville en contrebas s'illumine progressivement, créant une constellation terrestre qui fait écho à celle du ciel. Quelque part dans ce paysage urbain, d'autres vies se déroulent, d'autres histoires s'écrivent, certaines tragiques, d'autres triomphantes.
Qu'est-ce que tu vas enseigner la semaine prochaine? Demande Agathe, curieuse de la nouvelle carrière académique de son amie. L'importance d'écouter les voix marginalisées dans la gestion des catastrophes, répond Françoise, avec un petit sourire. Comment l'âge, le genre, le statut social peuvent influencer qui est entendu et qui est ignoré, souvent au détriment de tous. Tu vas encore secouer les institutions, rit Agathe. À mon âge, je n'ai plus rien à perdre, réplique Françoise avec un clin d'œil, et tant à donner encore. La nuit s'installe doucement sur Marécage, enveloppant la ville dans son manteau d'obscurité. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette obscurité n'est pas menaçante pour Françoise. Elle sait maintenant que même les nuits, les plus sombres finissent par céder la place à l'aube, et que parfois, il faut traverser une tempête pour trouver un nouveau rivage. Dans sa chambre, avant de se coucher, Françoise jette un dernier regard aux photographies qui ornent désormais son mur, des images de sa nouvelle famille élargie, de sa maison reconstruite, de la cérémonie d'inauguration du système d'alerte. Parmi elles, une photo en noir et blanc datant de ses années d'infirmière, la montrant jeune et déterminée, le regard déjà fixé vers l'horizon. Cette jeune femme n'aurait jamais pu imaginer le chemin sinueux que prendrait sa vie, ni comment. À 75 ans, elle trouverait enfin sa place dans le monde. Françoise s'endort paisiblement, bercée par le doux murmure de la pluie sur son nouveau toit, une pluie ordinaire, inoffensive, qui ne provoque plus en elle cette anxiété familière. Demain est un nouveau jour, le premier d'une nouvelle saison dans une vie qu'elle croyait presque terminée, mais qui s'avère plus riche et plus significative que jamais. Dans les mois qui suivent, le système d'alerte précoce de Françoise est mis à l'épreuve lors d'une période de forte pluie. Cette fois, cependant, Marécage est prête. Les alertes sont émises à temps. Les procédures d'évacuation se déroulent sans accroc, et bien que l'eau monte, elle est contenue par les nouvelles défenses. Pas une seule vie n'est perdue, pas une seule maison n'est gravement endommagée. Depuis le centre de contrôle, où elle a insisté pour être présente malgré les protestations concernant son âge, Françoise observe les écrans avec une satisfaction tranquille. À ses côtés, Mélanie Laurent coordonne les équipes d'intervention avec une efficacité impressionnante. « Votre système fonctionne parfaitement, Madame Jablonski », dit la jeune scientifique avec admiration. « Notre système », corrige Françoise. « Je n'y serais jamais arrivé sans votre équipe pour transformer mes griffonnages en quelque chose d'utilisable. » Cette collaboration intergénérationnelle devient un modèle pour d'autres projets de résilience communautaire à travers la région. L'expertise de Françoise combinée aux connaissances techniques des jeunes professionnels crée une synergie que personne n'aurait anticipée. Le temps passe, marqué par les saisons qui se succèdent et la petite Françoise qui grandit à vue d'œil. Pour son premier anniversaire, une grande fête est organisée au jardin communautaire que Françoise a aidé à créer. Un espace vert conçu pour absorber les excès d'eau en cas de forte pluie, tout en fournissant un lieu de rassemblement pour les habitants de Marécage. « Tu vois ce que tu as accompli en un an ?» dit Pierre à Françoise en observant les dizaines de personnes venues célébrer. « Tu as transformé non seulement la sécurité de cette ville, mais aussi son âme. Les gens se parlent maintenant, ils s'écoutent. » Françoise sourit, touchée par ce constat. « Parfois, il faut une inondation pour nettoyer les vieilles divisions, je suppose. » Alors que le soleil commence à se coucher sur cette journée de célébration, Françoise s'éloigne un peu de la foule, cherchant un moment de tranquillité. Elle s'assoit sur un banc face à la rivière, qui il y a un an avait submergé ses berges avec une fureur dévastatrice. Aujourd'hui, cette même rivière coule paisiblement entre ses rives renforcées, domptées mais respectées. Agathe la rejoint, portant un petit paquet soigneusement emballé. « Un cadeau pour toi, » dit-elle en le tendant à Françoise, « de notre part à tous. » Intriguée, Françoise défait le papier cadeau pour découvrir un livre relié en cuir. En l'ouvrant, elle découvre qu'il s'agit d'un journal, rempli de messages et de photographies, des témoignages de tous ceux dont elle a touché la vie cette année,
depuis les membres de l'équipe d'urgence jusqu'aux résidents sauvés par son système d'alerte, en passant par ses étudiants à l'université. Pour que tu n'oublies jamais l'impact que tu as eu, explique doucement Agathe. Les yeux de Françoise s'emplissent de larmes alors qu'elle tourne les pages, absorbant les mots de gratitude et d'admiration. Pour une femme qui a passé tant d'années à se sentir invisible, ce témoignage tangible de son influence est profondément émouvant. La dernière page du journal contient une simple question, écrite dans l'écriture soignée d'Agathe. Qu'aimerais-tu accomplir dans l'année qui vient? Françoise réfléchit longuement à cette question, le crayon en suspension au-dessus de la page. Finalement, elle écrit « Continuez à apprendre, à enseigner et à rappeler au monde que la sagesse ne connaît pas d'âge et que parfois, les voies les plus importantes sont celles que nous avons appris à ignorer. » Puis avec un sourire, elle ajoute « Et peut-être apprendre à cette petite fille qui porte mon nom comment lire les nuages et écouter ce que le vent a à dire. Car les tempêtes viendront toujours, mais nous pouvons apprendre à les prévoir, à les traverser ensemble et à reconstruire mieux après leur passage. Comment avez-vous réagi face à l'adversité et la résilience dans votre vie? Quelque chose qui vous a semblé comme une fin s'est-il finalement révélé être un nouveau commencement? Venez nous dire dans les commentaires. La vie de Françoise a pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé à 75 ans. D'une recluse moquée et ignorée, elle est devenue une figure respectée et influente dans sa communauté et au-delà. Son expertise, autrefois ridiculisée, est maintenant recherchée par des universités, des agences gouvernementales et des communautés vulnérables aux catastrophes naturelles. Mais plus importante encore que cette reconnaissance professionnelle, Jardive est la famille improvisée qu'elle a trouvée, Agathe, Pierre et la petite Françoise, ainsi que ses propres fils, avec qui elle a renoué des liens plus authentiques. Cette constellation de relations lui a donné une nouvelle raison de vivre, un nouveau but qui transcende la simple survie. Par un matin frais d'octobre, Françoise reçoit un appel inattendu. Une voix qu'elle n'a pas entendue depuis 15 ans résonne dans le combiné, celle de son ex-mari, Gabriel. Il a vu un reportage sur elle à la télévision nationale et a été stupéfait de découvrir comment sa vie a évolué. « Je voulais juste te féliciter, » dit-il maladroitement. « Tu as toujours été exceptionnelle, Françoise. J'aurais dû le reconnaître à l'époque. » Françoise reste silencieuse un moment, assimilant cette ironie du sort. L'homme qui l'avait quittée, la jugeant trop obsessionnelle et paranoïaque, avec ses préoccupations concernant les inondations, lui présente maintenant ses excuses à distance, maintenant que le monde entier reconnaît qu'elle avait raison. « Merci, Gabriel, » répond-elle simplement. « J'espère que tu vas bien. » Elle raccroche sans amertume, mais aussi sans regret. Cette conversation, qui l'aurait bouleversée il y a 1 an, n'est maintenant qu'une note de bas de page dans une histoire bien plus vaste. Elle a fermé ce chapitre de sa vie et en a ouvert de nouveaux, plus riches et plus authentiques. Le printemps suivant marque le 2e anniversaire de l'inondation qui a changé sa vie. À cette occasion, la ville inaugure un nouveau parc écologique conçu selon les principes que Françoise a défendus. Un espace qui travaille avec la nature plutôt que contre elle, incorporant des zones humides naturelles qui peuvent absorber les excès d'eau tout en fournissant un habitat pour la faune locale. Lors de la cérémonie, on lui demande de prononcer quelques mots. Debout devant le microphone, Françoise regarde la foule rassemblée, ses étudiants, ses collègues, ses voisins, sa famille. Elle voit dans leurs yeux quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le respect, l'admiration, et plus important encore, une écoute attentive. « Il y a 2 ans, commence-t-elle, j'étais connue dans cette ville comme la sorcière des inondations. » Des rires gênés parcourent l'assistance. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que nous sommes tous des prophètes potentiels. Nous avons tous cette capacité d'observer, d'analyser, de prévoir, si seulement nous prenons le temps d'écouter ce que le monde essaie de nous dire. » Elle fait une pause, regardant la petite Françoise qui joue près de la Seine, absorbée par la découverte d'une coccinelle sur une feuille. L'avenir appartient à ceux qui savent écouter,
Écoutez la nature, écoutez les expériences des générations précédentes, écoutez les voix marginalisées qui portent souvent les vérités les plus importantes. Son discours est accueilli par des applaudissements nourris. Alors qu'elle quitte l'estrade, aidée par une canne qu'elle a récemment commencé à utiliser lors des mauvais jours d'arthrite, elle est abordée par une jeune fille d'une douzaine d'années. « Madame Jablonski, dit timidement l'adolescente, j'ai fait un projet sur vous pour l'école. Vous m'avez inspiré à étudier la météorologie et la gestion des catastrophes quand je serai plus grande. » Françoise sourit, touchée par cette confession. « Quel est ton nom ?»« Élodie, » répond la jeune fille. « Eh bien, Élodie, » dit Françoise en se penchant légèrement pour se mettre à son niveau, « le monde aura besoin de personnes comme toi dans les années à venir. N'aie jamais peur de dire ce que tu observes, même si personne d'autre ne semble le voir. » Cette rencontre fortuite est emblématique de l'héritage que Françoise commence à construire, non pas seulement à travers des systèmes d'alerte et des infrastructures, mais à travers les personnes qu'elle inspire, jeunes et moins jeunes. Son histoire de persévérance face au scepticisme résonne particulièrement auprès des jeunes filles intéressées par les sciences, qui voient en elles un modèle de résilience et de détermination. À mesure que le temps passe, Françoise ralentit physiquement, mais son esprit reste aussi vif que jamais. Elle réduit progressivement ses activités professionnelles, mais reste une conseillère recherchée et une grand-mère de cœur attentive pour la petite Françoise, qui montre déjà un intérêt précoce pour les phénomènes météorologiques. Par un bel après-midi d'été, alors que Françoise est assise dans son jardin, observant les nuages avec la petite fille de 3 ans sur ses genoux, elle lui enseigne à reconnaître les différents types de formations nuageuses. « Tu vois celui-là » dit-elle en pointant vers un nuage au contour net. « C'est un cumulus. Quand il fait beau comme aujourd'hui, il ressemble à un mouton duveteux. Mais quand il grandit et devient tout noir, il peut apporter de la pluie et parfois même du tonnerre. » Les yeux de l'enfant s'écarquillent d'émerveillement. « Comme la nuit où je suis née. » Françoise sourit, surprise que la petite se souvienne des histoires qu'on lui a racontées sur sa naissance. Dramatique. « Exactement. C'était une nuit très spéciale. Tu es née pendant la plus grande tempête que cette ville ait jamais connue. Et tu as sauvé maman et moi, » ajoute fièrement l'enfant, répétant l'histoire familière. « Nous sommes sauvés les unes les autres, » corrige doucement Françoise. « C'est ce que font les personnes qui s'aiment. » Ce moment tranquille est interrompu par l'arrivée d'Agathe, qui apporte un plateau de rafraîchissement. Elle s'assoit à côté d'elle sur la terrasse, observant avec tendresse ce lien spécial qui unit la vieille dame et sa fille. « Elle t'apprend la météorologie ?» demande Agathe avec un sourire. « Elle apprend vite », répond Françoise avec fierté. « Elle a un œil pour les détails, comme toi. » Leur conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone de Françoise. C'est Mélanie Laurent de l'Agence de gestion des urgences. Leur système d'alerte précoce, inspiré par le modèle de Françoise, vient d'être adopté au niveau national comme standard pour toutes les régions à risque d'inondation. Votre nom sera dans l'histoire des sciences environnementales françaises, Madame Jablonski, annonce Mélanie avec enthousiasme. Françoise remercie poliment, mais après avoir raccroché, elle reste pensive. La reconnaissance nationale est gratifiante, certes, mais elle trouve désormais sa plus grande satisfaction dans ces moments simples avec sa famille choisie. Enseignant à la prochaine génération, partageant sa sagesse et sachant que son travail continuera bien après elle. Ce soir-là, en se préparant pour le dîner hebdomadaire qui réunit maintenant sa famille élargie, ses fils et leurs épouses, Agathe, Pierre et la petite Françoise, parfois même quelques-uns de ses étudiants, elle s'arrête devant le miroir. Le visage qui lui rend son regard est marqué par les années, chaque ride racontant une histoire de défi, de déception, mais aussi de triomphe tardif. À 77 ans, Françoise Jablonski a trouvé une paix qu'elle croyait à jamais hors de portée,
non pas dans la validation ou la revanche, mais dans la connaissance qu'elle a fait une différence tangible dans le monde et qu'elle laissera derrière, elle, un héritage qui continuera à sauver des vies longtemps après son départ. Alors qu'elle descend rejoindre ses invités, s'appuyant légèrement sur sa canne, elle pense à ce long voyage qui l'a menée de l'isolation à la connexion, du ridicule à la reconnaissance, de la résignation à la résurgence. Et elle sait, avec une certitude profonde, que parfois ce que le monde appelle folie n'est que de la clairvoyance avant son heure. Dehors, un léger bruissement de pluie commence à tomber, lavant les rues de marécage d'une pluie bénigne, bienfaisante. Cette fois, personne ne s'inquiète. Le système d'alerte est en place, les barrières sont solides, et plus important encore, les gens écoutent maintenant les signes que la nature leur envoie. La tempête qui a changé la vie de Françoise est terminée depuis longtemps, mais ses effets continuent de se propager comme des ondulations sur l'eau, touchant des vies, changeant des perspectives, construisant des ponts là où il y avait autrefois des fossés. Et au centre de ces cercles concentriques se tient une femme que le monde avait presque oubliée, qui a prouvé que la sagesse et le courage n'ont pas d'âge, et qu'il n'est jamais trop tard pour être enfin entendu. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.